Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir patienté pour cette mise en place et bienvenue pour cette dernière séance du cycle de conférences Économie et Covid-19 que nous avions mis en place avec les mouvements étudiants Rethinking Economics Belgium et Exploring Economics ainsi que l'Institut Veblen. Je suis Julien Allac et je fais partie de l'Institut Veblen et ce cycle de conférences, nous l'avions monté dans l'idée que le Covid-19 était l'occasion de repenser fondamentalement notre système économique. Donc, nous avions fait une première séance sur la sécurité sociale et son avenir, une séance sur la finance et le financement justement d'un d'un système économique post-croissance et capable de faire face à l'urgence écologique et sociale. Et maintenant, nous finissons ce cycle sur la question de la transition écologique. L'économie française se remet difficilement du choc de la crise sanitaire et le débat sur le monde d'après ne fait que commencer. L'ampleur de la récession est inédite. Par exemple, dans ses dernières projections, la Banque de France estime à 10% de taux de chômage et à moins 10% la croissance du PIB à la fin de l'année, une croissance qui pourrait atteindre 7% en 2021. Dans ces chiffres et ces divers plans, notamment d'aide à l'automobile ou du secteur industriel, montrent que la reprise et le rattrapage de l'économie sont la priorité des gouvernements. Et pourtant, la société civile et les mouvements sociaux n'ont de cesse de dénoncer le fait que ces plans ignorent totalement l'urgence sociale et l'urgence écologique, notamment l'urgence sociale qui a été grandement aggravée pendant le confinement. Pourtant, les propositions sont nombreuses. Il y a par exemple en France la Convention citoyenne pour le climat qui a dévoilé un certain nombre de ses conclusions et les analyses sont déjà assez anciennes. Beaucoup de nos intervenants, notamment, sont, sont, sont l'auteur de critiques de longue date de la croissance affine dans un monde fini. Alors, est-ce qu'il faut conclure cet épisode que nous sommes en train de vivre, donc de recul par rapport à nos ambitions écologiques, ambitions qu'on commençait très timidement à affirmer, que la croissance, en quelque sorte, redevient désirable maintenant qu'elle nous échappe, ou qu'il est grand temps de réfléchir à un changement de système? Avec Rethinking Economics, l'Institut Veblen, nous avons choisi de dédier cette dernière séance à la réflexion en cours sur un changement de système, avec donc 5 intervenants et intervenantes qui s'intéressent à cette dernière question. Yves-Marie Abraham, professeur à HEC Montréal et auteur du livre Guérir du mal de l'infini. Louison Caenfourreau, chercheur à l'Institute for Ecological Economics et macroéconomiste qui travaille qui, je pense, se situe dans le courant de l'économie écologique. Laure, vidéaste de la chaîne YouTube Game of Earth, dédiée à la vulgarisation philosophique sur l'écologie politique et le féminisme. Olivier Mallet, coprésident du corps scientifique et doctorant à l'Université catholique de Louvain, et Daniel Tanoureau, agronome et auteur de Trop tard pour être pessimiste, écosocialisme ou effondrement. On va commencer avec Olivier Mallet. Olivier, selon toi, quel monde d'après laisse voir les différents plans d'intervention post-confinement? Tu avais notamment été l'auteur d'une critique du plan belge d'aide au secteur aérien. Et est-ce que tu penses que la logique qui sous-tend ces plans rend impossible toute transition écologique? Bonjour à toutes et toutes, et merci Julien pour l'introduction. De ce que je connais de la situation belge, j'observe trois tendances de fond qui ont lieu actuellement. La première, c'est quand on regarde les plans de relance des différents gouvernements, un retour au statu quo. Donc, on va refinancer toute une série de secteurs qui, malgré qu'ils aient été critiqués quelques mois plus tôt pour être très polluants, ces secteurs vont recevoir de nombreuses aides. C'est le cas du secteur de l'aviation, c'est le cas du secteur de l'automobile, c'est le cas de la plupart des secteurs industriels en Europe. Donc ça, c'est un retour au statu quo, alors qu'on aurait pu profiter de l'occasion pour essayer de réorienter certaines activités vers des secteurs moins polluants ou pour conditionner les aides à des conditions sociales ou à des conditions environnementales. Alors, une deuxième tendance de fond qui se dessine, c'est la détérioration soit des conditions de production d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental. Donc, par exemple, dans le secteur de l'aviation, on voit que les menaces de faillite par les compagnies aériennes se font dans un contexte où le rapport de force est en faveur des compagnies et non en faveur des États. Et donc, elles profitent pour conditionner, elles vont recevoir des aides, mais ces aides ne seront pas conditionnées par les États, elles seront conditionnées par les compagnies aériennes elles-mêmes, en échange de quoi on va augmenter soit de la flexibilité sur le travail, soit augmenter le temps de travail, ou soit réduire les régulations environnementales sur les secteurs. Par exemple, le cas de la Lufthansa en Allemagne, elle va recevoir 9 milliards d'euros de soutien de la part de l'État allemand et en parallèle, elle va supprimer 10 000 postes sans qu'il y ait aucune critique de la part de l'État allemand.
Et donc, la crise est utilisée non pas comme une opportunité pour faire un mieux, mais pour détériorer la situation. Et alors, il y a une troisième tendance qui est la critique de gauche, on va dire, dans la société. En tout cas, en Belgique, elle s'est manifestée par toute une série d'appels et de plans. Par exemple, le plan Sophia. Et ça, ce sont des critiques qui vont critiquer les plans de relance actuels, mais souvent rester dans des cadres de marché. Donc, par exemple, le plan Sophia propose une taxe carbone corrigée socialement, mais une taxe carbone dont on sait que si elle est reprise par le gouvernement, la correction sociale va disparaître. On sait que l'Allemagne et la France ont envisagé un plan de relance supplémentaire pour l'Europe. Pour ce qui est des aspects écologiques, ce plan de relance parle d'un nouveau marché carbone étendu. Et donc, on reste dans des logiques de marché qui, à la fois, vont amener sans doute certains résultats, à la fois auront des résultats limités d'un point de vue quantitatif en termes de diminution des émissions, et à la fois, d'un point de vue social, risquent d'augmenter le coût de la vie pour une partie non négligeable de la population, et donc de générer des insatisfactions sociales et des mouvements sociaux comme ceux qu'on a connus avec les Gilets jaunes. Ok, merci pour ces premiers éclairages, Olivier. Dans ton intervention, tu parles justement du fait que dans le débat, on se polarise énormément sur le caractère contre-productif d'un point de vue écologique de ces mesures. Et j'ai envie de demander à Yves-Marie Abraham, est-ce que justement, à la fois la critique de ces plans de relance est saine, mais ne fait peut-être pas perdre de vue l'horizon. Est-ce que, disons, ce qu'on cherche, c'est une économie carbonée, une économie justement décarbonée ou un autre système? Et est-ce que vous pensez que face à l'urgence sociale et à la chute de la croissance dont on a fait l'expérience, cette critique justement du tout croissance est obsolète ou inaudible? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de l'invitation, Julien. Je suis très heureux de faire la connaissance d'Olivier Louison que je connaissais pas du tout. J'ai regardé Ski Trafic, ça a l'air drôlement intéressant. Par contre, j'avais découvert les vidéos de Laure l'hiver dernier qui sont vraiment remarquables. Donc, je suis content de la rencontrer et de la voir. Et puis, par ailleurs, je suis aussi un lecteur attentif et admiratif de Daniel Tanuro. Enfin, en tout cas, son impossible capitalisme vert a été important pour moi. D'ailleurs, j'en fais encore lire des morceaux dans un de mes cours à HEC Montréal. Donc, très, très heureux d'être là. Donc, j'ai repris tes questions, Julien. Je ne sais pas si je vais reprendre exactement l'ordre que tu viens d'utiliser. J'avais préparé un petit topo à partir de ce que tu m'avais donné par courriel. Peut-être d'abord une réaction sur la notion de transition écologique. Pour moi, ça me paraît être une mauvaise manière de commencer, en fait, parce que c'est une notion qui est très rassembleuse, mais qui est si vague, en fait, qu'elle ne rassemble sur rien, enfin, autour de rien. Hein. Et donc, le risque est très grand que rien ne se passe. Ce qui est dans le fond ce que souhaite, à mon avis, beaucoup de monde, et surtout ceux qui prétendent nous gouverner. Donc, à mon avis, on est avec la notion de transition écologique sous quelque chose qui ressemble beaucoup aux habits neufs du développement durable. Quoi. Bon. Alors, je crois qu'il faut donner un contenu à cette transition, un contenu un peu précis, si on veut que quelque chose se passe. En ce qui me concerne, donc je milite pour que cette transition prenne la forme d'une décroissance soutenable ou conviviale. Alors, est-ce que prôner la décroissance en contexte de crise, c'est jouable ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas, comme tu le demandais? C'est sûr que c'est plus délicat. C'est plus délicat, mais néanmoins très nécessaire et plus que jamais nécessaire. D'abord, pour distinguer récession, dépression de décroissance, hein, ce qui suppose donc de commencer par reconnaître d'abord que nos sociétés, elles ont effectivement, nos sociétés telles qu'elles existent aujourd'hui, elles ont besoin pour se reproduire de générer de la croissance. Hein, et il n'y a effectivement rien de pire qu'une récession ou une dépression dans une société de croissance. Bon. Mais c'est évidemment pas ce qu'on préconise quand on promeut la décroissance. La décroissance, pour moi, c'est avant tout un projet de rupture volontaire et contrôlé avec ce modèle de société de croissance, donc dans le but d'établir démocratiquement des manières de vivre ensemble qui soient libérées de cet impératif de croissance économique. Donc ça, c'est la première chose à faire dans le contexte actuel. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est de souligner à quel point la crise du Covid-19 fait en partie la conséquence de cette course à la croissance. En fait. On peut faire des liens, on peut établir des liens. Il faudrait le faire de façon plus systématique. J'ai pas le temps de développer ici, mais à la fois la zoonose, enfin l'anthropozoonose qui est à l'origine du problème, le caractère pandémique rapide de cet événement, sa létalité aussi. Tous ces éléments-là sont très largement associés finalement à cette forme de course à la croissance, à cette forme de vie sociale associée à cette course à la croissance. Donc c'est au contraire une belle occasion
d'enfoncer le clou, de dire regardez à quel point ce qu'on est en train de vivre, cette catastrophe-là, est encore, pour une part, finalement, la conséquence de notre croissancisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par société post-croissance? Qu'est-ce que j'entends par là? Je l'ai déjà dit, je le répète, j'enfonce un peu le clou. Pour moi, une société post-croissance, c'est une société qui est libérée de la nécessité de générer de la croissance économique pour assurer sa reproduction. C'est la première exigence. Alors, ça suppose de se demander d'où vient cet impératif de croissance. Pour moi, c'est une exigence du capital, pour parler comme André Gorz, tout simplement. Ça n'est pas une nécessité qui est inscrite au cœur de la nature humaine, mais au fondement d'une forme de vie sociale particulière qu'on appelle le capitalisme. C'est là où je m'inscris complètement dans la perspective de Daniel Tanuro notamment. Ou forme de vie sociale que j'appelle dans mon petit bouquin l'entreprise monde, donc en m'appuyant sur le travail d'André Houssolet, qui est assez intéressant sur ce plan. Donc une société post-croissance, en somme, c'est d'abord et avant tout une société post-capitaliste. Donc, il ne s'agit pas de rendre celui-ci plus vert, plus humain, plus responsable, plus éthique, ou que sais-je encore. Il faut la battre, en fait, fondamentalement. Voilà, c'est le gros mot, mais je crois que si on n'en sortira pas de ces problèmes, si on ne part pas déjà de ce préalable. C'est quoi la spécificité de l'horizon d'une société post-croissance ou comment penser la décroissance? La décroissance elle-même, je la pense comme un moment de transition vers des sociétés post-croissance. Et je crois que cette transition, elle exige en premier lieu de produire moins. Hein. Ça, c'est le petit sous-titre de mon bouquin. Première exigence, il faut absolument produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui et fixer des limites à la quantité de matière, d'énergie que nous allons transformer pour vivre. Donc, tout ce qui est croissance verte, Green New Deal, la plupart des projets de transition juste aujourd'hui reposent encore, finalement, de manière plus ou moins explicite sur la promesse d'un découplage possible entre la production de marchandises et l'utilisation de ce qu'on appelle abusivement nos ressources naturelles. Or, bon, un tel découplage n'a jamais été observé et ne le sera sans doute jamais. Bon, là, on a des travaux qui sont sortis au cours de la dernière année qui enfoncent le clou de manière, à mon avis, définitive pour qu'on arrête d'entretenir cette espèce de fausse promesse, donc complètement tragique, d'un découplage possible. Alors, si on produit moins, dans un monde qui est déjà très inégalitaire, très inéquitable, on va évidemment aggraver encore la situation, notamment des plus démunis. Ce qui suppose dans le même mouvement, et là aussi je crois que je m'inscris complètement dans la perspective éco-socialiste, ça suppose de partager beaucoup plus nos moyens d'existence qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors, partage, c'est un mot à connotation quasi chrétienne, mais si on le prend au sérieux, ce mot-là, évidemment, ça débouche sur des remises en question assez drastiques, à commencer par la propriété privée telle qu'on l'envisage dans nos sociétés, la propriété bourgeoise, comme disait Marx. Et puis plus largement, il faut repenser évidemment la redistribution de nos moyens d'existence, à la fois donc entre ceux qui aujourd'hui les contrôlent et les autres, mais aussi entre les hommes et les femmes, entre le nord et le sud, entre aussi, je pense, les humains et les non-humains. C'est ça, pour moi, l'impératif de partage. Et la troisième dimension, et je m'arrêterai là, troisième dimension indispensable, c'est que tout cela soit décidé ensemble, autant que faire se peut, c'est-à-dire de façon démocratique, en assumant le fait qu'il y aura des accords et qu'il va y avoir des débats. Mais c'est dans ce contexte-là que ça devrait être envisagé. Donc, on devrait pouvoir ensemble discuter de ces limites qu'il va falloir respecter et aussi de ces partages qu'il va falloir repenser entre nous. Alors, ça suppose, je dirais concrètement, à la fois une démocratisation radicale de nos institutions politiques. Donc, il faut mettre en question aussi nos institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Mais ça suppose aussi, peut-être plus fondamentalement, de se débrancher des grands systèmes économiques et techniques dont on dépend aujourd'hui et sur lesquels on n'exerce aucun contrôle. Donc, je pense que le fait de rassembler une assemblée constituante, c'est bien, mais ça ne va pas suffire si on ne se débranche pas de ces grands systèmes sur lesquels on vit aujourd'hui et sur lesquels on n'exerce en fait aucun contrôle. Donc voilà, en gros, la direction générale. Merci beaucoup pour Yves-Marie Abraham. Dans votre intervention, on voit revenir justement la question de produire moins, de produire mieux, aussi de partager. Louison, est-ce que
en fait, les sciences économiques, ou une partie en tout cas des sciences économiques, peuvent s'emparer de cette question, je dirais, de la gouvernance de la décroissance ou de la transition, peu importe. Enfin, non, non, pas peu importe, mais en tout cas, est-ce qu'elles peuvent servir à piloter, disons, justement, une société post-croissance et peut-être à mettre en acte des choix démocratiques de répartition des richesses ou des choix de production ou de démocratisation des outils de production? Et est-ce que la science économique qui a pêché un petit peu, qui pour l'instant n'est pas capable d'intégrer vraiment la nature dans son cadre d'analyse, peut le faire d'ici là? Donc, est-ce qu'elle peut servir d'outil? Est-ce qu'elle peut se réformer aussi théoriquement pour devenir un outil souhaitable? Merci Julien, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de ce séminaire. Moi aussi, je suis très content d'être là avec tous les autres invités et invitées. Euh, alors, juste je vais renverser un peu l'ordre de réponse à ta question. En ce qui concerne la science économique, c'est pas tout à fait vrai de dire que l'environnement a été absent de la pensée économique, puisqu'en fait, on peut remonter assez loin. Hein, le tableau économique de Keynes en 1759. Les questions posées par Jevons dans The Cold Question en 1865, les quelques écrits de Marx sur la rupture métabolique, par exemple, inspirés par le chimiste allemand Justus von Liebig. Et puis, à partir de 1931, l'émergence d'une économie néoclassique de l'environnement avec le papier de Hotelling, Economics of Exhaustible Resources. Et ensuite, l'économie néoclassique de l'environnement qui va se développer dans les années 70, avec notamment les travaux de Karl-Johan Mahler, qui publie sa thèse, Environmental Economics Theoretical Inquiry en 1974, et les travaux de Dasgupta et Hill à la fin des années 70. Donc là, il faut quand même rendre justice à l'économie orthodoxe qui a été un petit peu plus prompte que les hétérodoxes à intégrer l'environnement dans ses analyses, même si on pourrait critiquer les modalités avec lesquelles ça a été fait, puisqu'en fait, ça a simplement consisté à appliquer les outils de la microéconomie néoclassique à l'environnement sans réinterroger la théorie elle-même. Mais en parallèle de ce développement de l'économie néoclassique de l'environnement, il y a quelques écrits fondamentaux qui amorcent l'émergence de l'économie écologique. Évidemment, il y a le bouquin de Rachel Carson au début des années 70, Silent Spring. Il va y avoir aussi, un petit peu, de façon un peu ironique, une reconceptualisation des ressources naturelles comme ressources finies par les majors pétrolières au moment de la crise énergétique des années 70 pour légitimer la hausse du pétrole, qui va en fait qui va être un changement culturel dans la perception générale des ressources naturelles. Et ça va notamment aider l'environnementalisme américain à émerger, environnementalisme américain qui va aussi être très influencé par les écrits de Barry Commoner, par exemple, The Closing Circle au début des années 70. Et puis en France, le bouquin de René Passet en 79, L'économie qui est le vivant. Et donc tout ce le bouquin de Georges Escouroguen aussi, The Anthropilo et The Economic Process en 71. Donc tout ce processus-là, un peu de changement culturel dans la perception des ressources naturelles et cette prise de conscience de l'émergence des limites écologiques à la croissance va aboutir à l'émergence de l'économie écologique comme une critique de l'économie néoclassique de l'environnement dans les années 80, notamment avec le bouquin de Martinez-Allier et Schuckman en 87 et aussi l'article de Costanza et Dalli en 87. Et à partir de là, donc, va se développer toute l'économie écologique. Une critique qu'on peut faire à l'économie écologique, c'est que jusqu'à maintenant, même si c'est un petit peu en train de changer à présent, c'est un champ de pensée qui est resté complètement aveugle à la question du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme n'existe pas en économie écologique. C'est assez intéressant de chercher le terme capitalisme comme mot-clé dans la revue Économie écologique. Ça se compte grosso modo sur les doigts d'une main. Et c'est assez paradoxal puisque les économistes écologiques ont développé une vraie critique de la croissance économique. Mais ils interrogent la croissance, ils n'interrogent pas vraiment le système socio-économique dans lequel la croissance émerge. Et c'est même presque revendiqué explicitement par certains économistes écologiques très importants comme Tim Jackson ou Peter Victor, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Tim et Peter. Et la question du capitalisme ne les intéresse pas. Vraiment, ça ne les intéresse pas. Et moi, il me semble que là, il y a une incomplétude théorique et empirique très importante en économie écologique. C'est un petit peu en train de changer, et c'est un petit peu en train de changer. Pourquoi? Parce que d'autres écoles hétérodoxes qui sont restées pendant longtemps complètement aveugles à la question de l'environnement, mais qui en revanche avaient beaucoup de choses à dire sur le capitalisme, sont en train de s'ouvrir aux questions environnementales. Et en disant ça, je pense notamment à l'économie post-keynésienne et à la théorie de la régulation. Donc les post-keynésiens, leur programme de recherche historique, c'est en gros comment augmenter les taux de croissance pour assurer le plein emploi et une distribution correcte des richesses. Donc forcément, là, il y a quand même un changement culturel à opérer assez important.
Et c'est intéressant d'en discuter avec des économistes post-keynésiens assez connus aujourd'hui, comme Marc Lavoie, par exemple, qui le reconnaît tout à fait, quoi, qu'il y a un petit changement culturel à opérer. Mais chez les jeunes post-keynésiens, la question est très présente. Et depuis les années 2010, il y a l'émergence de ce qu'on appelle la macroéconomie écologique, qui consiste en gros en l'intégration des dynamiques environnementales à la macroéconomie post-keynésienne, donc une intégration de l'économie écologique et de la macroéconomie post-keynésienne, donc aussi une reconnaissance des limites économiques à la croissance par une partie des post-keynésiens. Les régulationnistes, pendant longtemps, sont restés aveugles à la question de l'environnement. Ils sont en train de s'y mettre, notamment parce que les jeunes régulationnistes commencent à dire qu'on ne peut plus rester aveugle à l'environnement dans la régulation. Et donc, il y a une pensée qui est en train d'émerger qui est intéressante. Il faut quand même rappeler que, de la même façon, tout à l'heure, j'ai dit que l'émergence de l'économie néoclassique de l'environnement a constitué simplement en appliquant les outils de la microéconomie néoclassique à l'environnement. Cette critique est aussi valable dans une certaine mesure pour la pensée hétérodoxe. Par exemple, la macroéconomie écologique, jusqu'à présent, a consisté à appliquer les outils de la macroéconomie post-keynésienne aux questions environnementales sans forcément de retour réflexif, sans forcément réinterroger la théorie elle-même. Et donc, moi, je dirais, pour répondre à ta question, comment intégrer l'environnement à la pensée économique? C'est évidemment en intégrant les dynamiques environnementales au modèle, aux études théoriques et empiriques, mais c'est aussi en réinterrogeant l'épistémologie des sciences économiques et certains concepts fondamentaux des sciences économiques, comme par exemple la notion d'investissement, à l'aune des contraintes écologiques et des contraintes environnementales. Et là, je voudrais notamment attirer votre attention sur un article vraiment remarquable qui a été publié dans la revue Ecological Economics en 2019 par Romain Schwarzman, Étienne Espagne et Dominique Dron, qui fait justement un peu ce retour réflexif sur certains concepts pour tirer un bilan critique de la macroéconomie écologique. Donc, pour répondre à ta question initiale, est-ce que les sciences économiques peuvent fournir des outils pour réorganiser la société selon, disons, des lignes décroissantes, par exemple? Je dirais que oui, sans doute. Mais il va falloir être patient, c'est un processus intellectuel en cours. La science économique, jusqu'à présent, c'est une science bourgeoise au sens marxiste du terme. C'est une science qui émerge dans le capitalisme, donc dans un monde fondé sur la croissance. Donc, on ne peut pas simplement dire qu'on va appliquer les outils comme ça à une société de décroissance, mais c'est en train d'émerger. Il y a un réseau de recherche qui s'appelle le Post-Growth Economics Network, qui existe, qui rassemble une centaine de chercheuses et de chercheurs de tous les pays européens. Et donc, c'est en train d'émerger. Donc, probablement, les outils vont apparaître, mais c'est un processus en cours. Merci beaucoup, Louison, pour ton intervention. Pareil, dans cette question, il y a à la fois la question de la possibilité théorique en quelque sorte, gouverner la décroissance, mais aussi les modalités pratiques que ça prendrait. Delta Rouge, vous êtes notamment un critique des grands programmes de Green New Deal, qui pourtant se présentent souvent comme une rupture avec la croissance, alors jamais vraiment avec le capitalisme, mais d'un autre côté, qui propose plus de socialisation et plus d'État. Quelles sont les limites, selon vous, de ce type de programme? Et quel type d'institution pourrait-on mettre en place, en fait, pour que le projet post-croissance, donc produire mieux, produire moins et mieux répartir, prenne une matérialisation politique et soit démocratique? Oui, je vous remercie moi aussi pour cette invitation et je suis heureux de rencontrer les autres intervenantes et intervenants. Je suis un peu le vilain canard de votre groupe. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis biologiste, ingénieur agronome, forestier même. Donc, c'est ce qui est le plus proche de l'étude des milieux naturels, quoique. Donc, je ne manie pas avec brio les concepts de l'économie politique. Je ne les manie qu'en tant que je suis un grand amateur de la critique de l'économie politique développée par Marx en particulier. Alors, sur les projets genre Green New Deal, oui, j'ai une opinion relativement précise là-dessus. Je crois qu'il faut d'abord distinguer le Green Deal européen, qui n'est qu'une nouvelle étiquette du développement durable, c'est-à-dire du capitalisme vert, collée sur cette vieille bouteille. Il faut le distinguer du Green New Deal américain proposé par Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Ce sont deux choses tout à fait différentes et on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors ce Green New Deal américain, de la gauche américaine, je le trouve avant tout intéressant dans la mesure où il met en avant deux idées qui me semblent absolument importantes.
La première, c'est qu'il s'agit d'un plan, donc c'est l'idée qu'il faut une planification, qu'on ne peut pas sortir de la crise écologique sans un effort planifié, politique, où on fixe des objectifs, des échéances et où on développe, on mobilise des moyens pour atteindre ces objectifs en respectant ces échéances. C'est un premier point qui est pour moi extrêmement important. La proposition est de supprimer complètement le recours aux fossiles d'ici 2030, si je me souviens bien, et de réduire de 71% les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, donc d'avoir un système 100% renouvelable sur cette période. Donc c'est très positif qu'il y ait cet élément de planification, parce que je le répète, on ne peut pas faire face aux crises écologiques et sociales, pas seulement la question du climat, mais aussi celle de la biodiversité, sans un plan mondial décliné au niveau des territoires, régionalement, etc. Première chose importante. Deuxième chose importante, c'est que c'est un plan qui ambitionne justement de résoudre à la fois la crise sociale et la crise écologique. Et ça est une deuxième caractéristique majeure que je trouve extrêmement positive. Ça va à l'encontre de nombreuses propositions de l'écologie politique qui considèrent, en prenant les choses par le biais de la consommation, que nous devons tous et toutes faire un effort pour adapter nos comportements, consommer moins, etc. Donc ici, il y a une volonté explicite de résoudre la crise sociale, en particulier le chômage et la misère aux États-Unis, dont on voit l'importance maintenant avec le soulèvement contre le racisme, qui est en fait un soulèvement aussi contre les politiques néolibérales et leurs effets. Donc ces deux points sont très importants et je crois qu'il faut les retenir pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci dit, comme l'a dit Yves-Marie Abraham, effectivement, ce Green New Deal ne rompt pas explicitement et clairement avec, non seulement avec la croissance, mais je dirais avec l'accumulation du capital. C'est le fond de l'affaire, c'est l'accumulation du capital. Et cette ambiguïté cette ambiguïté du Green New Deal s'exprime en particulier dans les propositions qui sont faites pour son financement, puisque le plan est évalué à 16 000 milliards de dollars sur les 10 années. Mais l'équation, quand on regarde les sources de financement qui sont identifiées par Sanders et par Ocasio-Cortez, l'équation n'est pas équilibrée. Donc l'idée, c'est qu'on va faire, c'est l'idée de la nouvelle théorie monétaire, New Monetary Theory, on va faire tourner la planche à billets, avec une argumentation qui est, selon moi, quoique je ne sois pas économiste, qui est, selon moi, fallacieuse, parce que, évidemment, l'État peut créer de la monnaie, ça, l'État, les pouvoirs publics peuvent créer de la monnaie, mais la valeur de la monnaie n'est pas déterminée par l'État. La valeur de la monnaie est déterminée par les groupes capitalistes qui contrôlent l'économie tant qu'elle est capitaliste. Et si ces groupes estiment que la politique suivie par le gouvernement qui appliquerait le Green New Deal éventuellement ne correspond pas à leurs intérêts, ben, ils sabotent l'économie et la valeur de la monnaie s'effondre. Et tout l'échafaudage du Green New Deal s'effondre. Et voilà, je crois que c'est là qu'est la grande critique qu'il faut placer. Le fait qu'il s'agisse d'un projet de type néo-keynésien apparaît dans l'intitulé lui-même. Green New Deal fait évidemment référence au New Deal de Roosevelt et à la politique qui a été menée par les États-Unis pendant la guerre entre 1941 et 1944. Et je pense, pour retomber sur mon point de départ, je pense qu'il y a il y a une source d'inspiration dans cette politique. Une fois de plus, c'est la planification. Entre 1941 et 1944, la bourgeoisie américaine a décidé qu'il fallait gagner la guerre pour assurer l'hégémonie de l'impérialisme américain sur la planète. Ce n'était pas avant tout par humanisme. Et ils s'en sont donné les moyens. Ils ont estimé que cet objectif ne pourrait jamais être atteint par le laisser aller, laisser faire néolibéral. Et ils ont décidé d'une politique de régulation avec des objectifs. Et ils ont fait passer la part de la production militaire dans le PIB en 4 ans, de 1941 à 1944, de 3 à 4% à plus de 45%. Et le financement de cette politique s'est fait par une ponction fiscale massive, en particulier sur les revenus des plus riches, puisque le taux d'imposition sur la tranche supérieure des revenus est passé à 95%.
Et donc voilà, de ça, on peut s'inspirer aujourd'hui, mais en y couplant absolument, parce que ça, c'est incontournable, l'impératif d'une réduction non seulement de la production, comme l'a dit très justement Yves-Marie Abraham, mais aussi des transports. Il faut réduire la production et les transports. Et effectivement, pour que cette équation-là soit juste socialement, ben, il faut partager davantage. Et la tonalité chrétienne du terme du partage ne m'effraie pas. Je crois qu'au contraire, c'est un gage d'une résonance très large, en particulier dans les sociétés du Nord, qui sont les principales responsables de la catastrophe écologique aujourd'hui. Et donc, très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire l'inventaire des productions inutiles et nuisibles ou l'inventaire des productions essentielles. Et là, quelque part, l'épidémie peut nous aider, puisque tous les gouvernements ont dressé une liste des productions essentielles et des secteurs essentiels, en particulier du secteur de la reproduction sociale. Il faudrait faire cette liste, mettre en regard les émissions de gaz à effet de serre de chacun de ces secteurs et voir si, en supprimant ces secteurs et en reconvertissant évidemment les travailleurs de ces secteurs et en partageant le temps de travail pour que personne n'en souffre, si de cette manière-là, on respecte les limites du budget carbone. C'est ça qu'il faudrait faire. Ça demande cet effort de planification et de réduction, de lutte contre la dynamique de l'accumulation capitaliste. Merci beaucoup, Daniel Tanouro. Je pense que c'est cette question de la planification dont on y reviendra à plusieurs reprises. C'est une des plus intéressantes qui a émergé dans le débat, notamment à l'occasion du confinement. On avait beaucoup parlé d'économie de guerre. On avait appelé les États à passer à une économie de guerre, mais aussi les citoyens à penser comme dans une économie de guerre. Et ce qui nous amène à la question que j'aimerais poser à Laure. Est-ce que disons, dans le but si on voulait faire vraiment face à l'urgence écologique et sociale, est-ce qu'il faudrait, autant politiquement qu'en tant que citoyen, on essaie de renoncer, du moins temporairement, en reprenant la métaphore d'une économie de guerre, à une forme de liberté qu'on trouve dans la définition commune qu'on a de l'abondance, une abondance irraisonnée de consommation et de marchandises. Et aussi, est-ce que cette focalisation de la question sur la sortie de l'ordre marchand ne nous fait pas perdre de vue peut-être d'autres formes d'oppression qui sont non seulement bien actives dans nos sociétés, mais aussi liées à notre rapport à la nature? Ok. Merci pour ta question, Julien. Alors, je précise, moi non plus, je ne suis pas économiste, hein. Donc moi, j'ai une formation en philosophie, donc je vais plutôt parler effectivement de concepts. Et là, en l'occurrence, je pense que la question que tu me poses est plutôt une question de philosophie politique. Alors, je crois qu'on peut dire de manière très récurrente, en fait, la conclusion qui prévaut quand on pense à l'écologie, c'est un dilemme entre des vies libres qui seraient pleines de jouissances, mais qui vont plutôt vite et assez mal se terminer dans une sorte d'apocalypse climatique. Donc, ça d'un côté, et puis autre alternative, des vies qui seraient plus longues, mais nettement moins fun, parce que désormais privées de tout ce qui était préalablement possible de faire. Donc, en gros, privées de liberté sous un régime autoritaire, sous-entendu. Donc, il va sans dire qu'en fait, c'est une analyse qui est relativement centrée, je pense, sur l'expérience de vie des classes aisées des pays occidentaux enrichis. Et par ailleurs, je pense que ça s'ajoute aussi à ce genre d'interprétation, mais comme on a tendance à résumer de manière assez computationnelle, en faisant des calculs, les bouleversements environnementaux auxquels il faut faire face, en fait, la gestion autoritaire par le haut version technocratie, elle semble aller de soi comme la seule solution, quoi. Mais si on regarde un peu ce qui se passe hors de ce dilemme qui est relativement situé, en fait, on trouve bien sûr des critiques de ce point de vue situé. Notamment, il a déjà été cité tout à l'heure, mais Martinez Allier appelle Martinez Allier appelle l'écologisme des pauvres. C'est une notion qui permet de replacer les problèmes écologiques comme étant des problèmes très immédiats de vie de personnes pauvres dépossédées d'un habitat correct, en fait. Donc, soit par la pollution, soit parce qu'ils sont chassés par des entreprises qui utilisent les terres où ils habitaient pour produire à destination, en général, des plus riches. L'exemple qui est assez emblématique de ça, c'est par exemple les crevettes. Voilà. Ce que ça détruit dans la mangrove, par exemple. Et puis, bien sûr, on trouve que les populations les plus défavorisées sont déjà très durement touchées à l'échelle mondiale par les bouleversements climatiques.
Du coup, notre petit dilemme qu'on posait à la base, liberté et apocalypse ou servitude et pérennité, en fait, il nous présente soudainement une autre équation. En fait, notre liberté d'enrichi, elle nous vient de ce que d'autres nous servent d'esclaves depuis très longtemps, et en plus, eux-mêmes se tapent déjà l'apocalypse qui va avec. Sauf que pour voir ça, en fait, il fallait faire un peu d'histoire, il fallait faire un peu d'histoire coloniale, de géopolitique, et puis même à domicile d'ailleurs, sur notre sol, effectivement, l'exploitation matérielle des corps, ceux des femmes notamment dans la sphère domestique et du soin, ceux des travailleurs de force, etc. Et la pollution des habitats des plus riches, la pollution des habitats les plus pauvres permet finalement la libération matérielle de ceux qui possèdent les richesses. Donc voilà à quoi ressemble actuellement notre liberté. Et donc, il y a un ouvrage qui est paru récemment, donc en janvier, celui de Pierre Charbonnier, qui s'appelle Abondance et liberté, qui résume assez bien tout ça, tout en proposant une analyse de la manière dont notre concept occidental moderne de liberté s'est progressivement construit. Donc Pierre Charbonnier, lui, il fait commencer cette histoire vers le XVIe siècle, évidemment on aurait pu remonter avant, et il analyse divers textes, notamment d'économie politique, et il en vient à dire qu'en fait, on a corrélé très fortement dans nos représentations et dans nos juridictions le concept de liberté, qui nous occupe là maintenant, à celui d'abondance, qui nous occupe également là maintenant. Donc l'abondance, en fait, pour définir rapidement et un peu grossièrement, c'est quand on a accès à des biens matériels de sorte que on ne craigne plus d'en manquer et qu'on n'ait pas de mal à s'en procurer en quantité, qu'on ne se pose pas la question de comment on va se les procurer. Et puis les siècles passant, toujours Pierre Charbonnier qui explique ça, cette corrélation entre abondance et liberté, elle s'est resserrée, elle s'est accélérée en culminant avec la société de consommation telle qu'on la connaît. Donc libre, ça veut dire libre parce qu'on a la possibilité de consommer le plus abondamment et le plus rapidement possible. Ce qui fait que du coup, en fait, perdre l'horizon de l'accès aux biens de consommation tels que la partie la plus aisée de la population peut l'avoir, ça devient en même temps une perte de liberté. Et cette longue corrélation, qui est tissée sur plusieurs siècles, finalement, elle a empêché de penser la liberté autrement, de la penser comme étant finalement matérielle, comme reposant sur un ensemble de contraintes qu'il faut adresser frontalement. Sauf que là, les bouleversements écologiques globaux, ça nous fait sauter ça aux yeux. Donc cette histoire de liberté matérielle qui a été un peu occultée par le fait que c'était soit pas chez nous, soit par des gens qu'on n'avait pas spécialement envie de regarder, qui travaillaient pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce qu'on va revoir notre conception de la liberté ? Bon, il n'y a pas de mode d'emploi pour l'instant. Et bien déjà, ça passe par une meilleure prise en compte de la matérialité de nos existences. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus ignorer la façon dont ont lieu les rapports de production. Donc qui produit, à destination de qui, pour quel usage, dans quelles conditions, qui en pâtit de cette production quand d'autres en bénéficient. Donc tout ça, il faut le faire ressortir en fait. Et on peut prendre tout ça en compte, par exemple, en réorganisant collectivement cette production pour qu'elle ne nuise à personne, ce qui implique que toute la société soit mobilisée. Sinon, ça va être aux absents qu'on nuira, comme d'habitude. Et les absents, comme d'habitude, avant, ça veut dire étant exclus de fait par ceux qui prennent les décisions, quoi. Et le lien à l'écologie, il est très direct, c'est-à-dire que dégrader un environnement, que ce soit local ou global, en fait, ça a des incidences sur les vies humaines, et c'est pas possible de dissocier l'écologie des questions sociales, parce que les problèmes écologiques touchent toujours des gens, directement ou indirectement. Donc si on pouvait l'ignorer jusqu'à présent, en fait, c'est parce qu'on traitait, et on traite encore, une partie de l'humanité en esclaves. En gens qui n'ont pas besoin de jouir d'une liberté, parce que c'est presque pas des humains en fait, quoi. Du coup, si on recable l'idée de liberté sur une autodétermination collective des sociétés, il semble qu'on puisse réussir à quitter le dilemme occidental bourgeois qu'on trouvait tragiquement absolument indépassable. Donc voilà en gros comment Pierre Charbonnier et moi, par extension, suggèrent de traiter le problème de la liberté face aux problèmes écologiques. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Je propose un premier, peut-être un premier tour de table accueillant vos réactions et puis de laisser un temps de débat jusqu'à 18h15 ou 18h10 pour laisser ensuite plus de place aux questions du public. Donc d'ailleurs, merci de nous suivre et n'hésitez pas à poser des questions soit sur Facebook, soit sur Zoom.
Est-ce qu'il y aurait une première réaction Ouais, Olivier? Moi, j'aurais une réaction par rapport à la question de la décroissance. Donc, donc j'ai travaillé 6 ans sur la question. Et alors que j'étais partisan du concept au début, plus j'ai évolué, plus je suis devenu critique de ce concept. Donc, je pense que c'est intéressant pour le débat d'aborder les raisons de ça. Le premier, donc c'est essentiellement pour des raisons conceptuelles. La première raison, c'est que il me semble que c'est un concept qui prête facilement le flanc à la critique. Donc, quand on amène l'idée de décroissance, on va rapidement nous dire, oui, mais tu veux faire décroître l'ensemble des activités économiques, en ce compris les activités économiques importantes pour le bien-être, même envisagées de manière différente. Alors, bien sûr, les décroissants ont des réponses à toutes ces questions, mais il n'empêche que ça prête le flanc à la critique. Un deuxième problème du concept est que il n'induit pas de manière évidente des propositions assez concrètes de changement de société, il n'induit pas non plus une stratégie assez claire, ni même un positionnement par rapport au capitalisme assez clair. Je pense que la plupart des décroissants sont critiques par rapport au capitalisme, mais ne l'entendent pas forcément comme la propriété des entreprises. La plupart des décroissants sont pour une forme de société organisée de manière économique, de manière bottom-up, mais sans l'expliciter, sans avoir de stratégie pour voir des coopératives gagner en échelle ou des choses comme ça. Et du coup, dans la société, quand on sort du milieu académique, le terme décroissance est un repoussoir, et même pour les gens convaincus, n'apporte pas tellement de plus-value parce qu'il est assez vague et assez peu opérationnel quelque part. Et donc, petit à petit, je suis d'accord avec toutes les valeurs que la décroissance met en avant, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un terme porteur si on veut en faire un étendard de la gauche écologique du XXIe siècle. Je ne sais pas quel serait cet étendard idéal, mais j'ai l'impression que pour convaincre les gens, ce qu'il faut, ce sont avant tout des propositions de changement concret dans leur vie. Et donc, quand on amène des propositions politiques du type gratuité des transports, les gens rejoignent massivement ces propositions. Dans les sondages, c'est très populaire. Quand on vient avec des propositions concrètes du type imposer l'isolation des maisons en dehors les 10 ans, si la personne ne veut pas la faire elle-même, ce sera fait par une entreprise publique de manière gratuite. L'ensemble des gens adhèrent à ces propositions-là. Mais il me semble que plutôt qu'avoir, comme on a souvent dans le milieu écologique, des approches très déconnectées des préoccupations des gens et fort axées sur des concepts abstraits, il faudrait plutôt avoir des approches qui font des mix, qui sont des policy mix très concrets, qui touchent à la vie des gens, changent leur mode de vie, mais dans lesquels ils peuvent voir que ça ne change pas de manière trop négative. Je pense qu'avec des propositions type de celles que Daniel Tanuro a proposées, il y a moyen d'avoir un accord social parmi la population, pas forcément parmi les détenteurs de capitaux, mais parmi la population, sans que un accord social qui soit tangible et concret et à la fois relativement consensuel. Donc j'ai l'impression que des concepts abstraits comme transition écologique, post-croissance, décroissance, intermodalité, etc., n'auront jamais ni résonance sociale, ni ne se traduiront dans des propositions concrètes. Merci Olivier. Il y a une question aussi que me fait que quand tu parles notamment de gratuité des transports ou de mesures immédiates, par exemple l'isolation des logements, c'est imposé, c'est quelque chose qui a été demandé par la Convention citoyenne. J'aimerais non seulement recueillir vos réactions, mais aussi savoir si selon vous, en fait, comment on pourrait articuler cette question de la post-croissance ici et maintenant et de mettre en place des institutions qui permettent de la mettre en acte au-delà du débat de fond dans un contexte où ce qui va préoccuper, ce qui va tous nous préoccuper aujourd'hui, c'est la crise du coronavirus, et c'est disons l'urgence, enfin la crise sociale qui va se manifester. On vaste tâche, hein, mais si quelqu'un veut se lancer, n'hésitez pas. Je peux défendre la décroissance ou pas Ah mais oui, je veux pas prendre la. Important. Moi, juste, Olivier, je vais faire mon prof, mais tu proposes pas une critique du concept de décroissance, tu proposes une critique lexicale. Le concept, justement, c'est autre chose, c'est ce que tu appelles les valeurs. Tu dis le mot n'est pas le bon, en fait. Alors ça, bon, effectivement, c'est un vieux débat qui existe depuis que le slogan a été lancé il y a 20 ans. Pour moi, la grande vertu de ce mot-là, et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est un mot repoussoir, il est repoussoir de certaines personnes, et c'est très bien, parce que l'écologie n'est pas
et Charbonnier l'a très bien dit récemment dans Le Monde, n'est pas un territoire consensuel. Il n'y aura pas de consensus là-dessus, il n'y aura jamais consensus. Et décroissance fait le tri déjà entre un certain nombre de faux amis, je dirais. Hein. Donc, pour moi, c'est sa première vertu. La deuxième, c'est que je travaille dans une école de gestion. Je ne suis pas là par amour de la gestion, je suis là parce qu'il fallait une job. C'est pour ça que j'ai dû traverser l'Atlantique. Enfin, donc, je connais toutes ces contraintes-là. Mais dans une école de gestion, un mot comme décroissance, il passe mal, il passe très mal. Alors que développement durable, transition écologique, économie circulaire, Green New Deal même, ça passe comme dans du beurre en fait. Alors, décroissance, non. Donc là, je pense qu'il est vraiment très vertueux pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il ne dit pas. Il dit pas ce qu'il faut faire. Mais là aussi, on pourrait dire, justement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on puisse s'arrêter de dire, OK, on décide de quoi maintenant? Vers quoi on va? Ça ne nous dit pas, voilà, le plan, il est là, il est en 10 points, mais on en discute, on en débat, et ce serait la première étape. Pour moi, c'est une de ses vertus aussi. C'est une façon un peu facile de botter en touche. Et après, là-dedans, il faut mettre des propositions. Et des propositions, tu le sais, Olivier, il y en a quand même beaucoup. Timothée Parry a sorti une thèse monumentale en décembre dernier, qui est une espèce de synthèse sur la décroissance, où il essaye justement d'articuler un peu une série de propositions. C'est discutable, mais il y a beaucoup de choses qui sont associées et cohérentes avec l'idée de décroissance. Donc, je ne botterai pas aussi vite, je me débarrasserai pas aussi vite de ce terme-là. Je crois qu'il a ses vertus. Alors, je me permets justement une remarque, question, et votre réponse m'intéressera. Par exemple, à l'Institut Veblen, on utilise plus le terme post-croissance parce qu'en tout cas, à mon sens, le terme décroissance a un programme. Dans le mot, en fait, il y a pour horizon la décroissance du PIB. Et aussi, c'est une critique qu'on peut faire à la décroissance, mais je serais intéressé d'entendre votre réponse. C'est qu'on a l'impression que le programme en fait, politique, c'est simplement de faire baisser la production, même si c'est totalement faux. Et c'est complètement. Et en fait, quand on regarde le programme qu'il y a dans le concept de post-croissance et décroissance, c'est exactement la même chose. Mais malheureusement, justement, on a l'impression qu'il y a un programme dans ce terme qui est complètement à côté de ce qui est vraiment voulu. Qu'en pensez-vous? Mais je veux pas prendre toute la parole, donc je vais laisser mais pour moi, la décroissance, c'est surtout la sorte. On se débarrasse d'un indicateur comme le PIB. C'est ça que j'ai tenté de dire. Il ne s'agit pas de vouloir faire baisser le PIB, c'est de se libérer de cet indicateur et de tous les autres indicateurs associés. On sort d'une vision totalement quantitative de ce que serait une bonne vie, une bonne société. Voilà. Bon, mais c'est sûr que ça suppose d'être explicité. Merci beaucoup. Est-ce que Louison? Moi, je voulais réagir par rapport à plusieurs choses, par rapport à la décroissance et par rapport au Green New Deal aussi, par rapport à ce que Daniel a dit juste avant. Sur le terme de décroissance, comme l'a rappelé Yves-Marie, c'est un vieux débat. Je suis assez sensible aux arguments avancés par Olivier. C'est pour ça que moi, je préfère un petit peu aussi le terme de post-croissance, parce que je trouve que ça induit davantage l'idée d'émancipation de la croissance. Parce que ce qui est clé dans le projet de décroissance, c'est l'idée qu'on s'émancipe de la croissance, qu'on s'émancipe de l'impératif de croissance, comme l'avait dit Marie au début, c'est-à-dire de la nécessité pour une société basée sur la croissance comme le capitalisme de croître pour être, disons, stable et viable socialement et politiquement pour un nombre raisonnable de personnes. Et il y a une ambiguïté dans le terme, et évidemment, il y a une confusion souvent chez les gens qui ne sont pas familiers du concept entre décroissance et récession. Et cette confusion, elle est utilisée en permanence par les critiques de la décroissance d'une façon qui est assez intellectuellement malhonnête, mais le terme de décroissance aussi prête le flanc à cela. C'est pour ça que moi, je préfère le terme de post-croissance qui induit davantage cette idée d'émancipation. Sur le manque de concret de la décroissance et le manque de stratégie, là aussi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Je voudrais quand même signaler que il me semble que les mouvements autour de la décroissance sont en train de se déplacer dans cette direction. Et un indice de ça, c'est qu'il y a 3 semaines sur Internet, s'est tenue la conférence Strategies for Degrowth. Il y avait 5000 inscrits. Et le thème, vraiment, c'était sur les stratégies. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui sont prônées par les mouvements de la décroissance qui ne sont pas propres à la décroissance. Donc, je pense que là, il faut dire quelque chose de très clairement, c'est qu'il y a l'horizon des possibles, il est beaucoup plus proche de ce que l'on croit. Et je pense qu'il ne faut pas être dans un comportement maximaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on ne pourra rien faire tant que le grand soir ne sera pas là. Donc ça, c'est une erreur qui a été pointée depuis longtemps par Lénine le premier. Il ne faut pas tomber dans un gauchisme en tant que maladie infantile du communisme. Quand il s'agit de décroissance, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et notamment à la conférence Strategies for Degrowth, et vous pouvez retrouver les contenus sur Internet. Il y a énormément
beaucoup de sessions sur les coopérations à nouer avec les syndicats, avec les mouvements des entreprises coopératives, etc. Et sur la question du Green New Deal, je pense qu'on peut voir le Green New Deal comme un outil de transition. Le Green New Deal, de mon point de vue, ne peut pas être un point d'arrivée. Parce qu'en gros, c'est quoi le Green New Deal? C'est une espèce de capitalisme fordiste rénové avec des mesures sociales très intéressantes, mais comme l'a rappelé Daniel, qui ne rompent pas avec l'accumulation du capital, simplement qui essayent de verdir l'accumulation du capital et de remettre un peu la balance des pouvoirs en faveur du travail d'une façon qui soit autant que possible écologique ou disons climatiquement vertueuse. Mais là, il faut faire un petit peu attention parce que autant en théorie, même si c'est compliqué à faire en pratique, il est possible de décarboner l'économie, autant la crise écologique, ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre, c'est aussi tous les flux de matériaux et il n'y a aucune dématérialisation à l'œuvre, y compris pour les économies fortement tertiarisées comme l'économie française par exemple. La base matérielle des économies ne cesse de s'étendre et on sait qu'aujourd'hui, rien qu'avec les flux de matière induits par le stock de bâti existant, donc par les bâtiments, les machines, etc., sans parler du stock qui va être construit dans le futur, rien qu'avec les flux induits pour le fonctionnement et la rénovation du stock existant, on est déjà sur une trajectoire de changement climatique supérieur à 2 degrés. Ça, c'est montré très clairement par les données produites par tout le champ d'analyse des flux de matériaux et de l'écologie industrielle. Donc, il y a aussi une question technique, c'est-à-dire concrètement, la croissance n'est plus possible, au moins dans les pays à haut revenu. Et le gros problème du Green New Deal, à mon avis, c'est qu'ils réduisent un peu la croissance, la question de la transition écologique à une question technique et à une question d'investissement vert. Et c'est à mon sens, extrêmement réducteur. Donc moi, je le vois comme il peut y avoir des alliances entre le Green New Deal et des croissances, par exemple, mais le Green New Deal, c'est un outil de transition, c'est pas un outil de décroissance. Et juste pour ne pas parler trop longtemps, j'ajouterais que je pense qu'il faut absolument distinguer et dissocier Modern Monetary Theory et Green New Deal, parce que vraiment, quoi qu'on pense de la MMT, elle n'est pas nécessaire à la mise en place d'un Green New Deal. Évidemment qu'un État peut se financer, il peut faire du déficit, il va y avoir des effets multiplicateurs, donc il y aura des rentrées fiscales plus tard. Il n'y a pas besoin de MMT pour faire du Green New Deal, et je pense que c'est politiquement dangereux d'associer les deux parce que ça crée une condition qui n'est pas nécessaire à la mise en œuvre d'un programme comme le Green New Deal. Merci beaucoup, Louison. Daniel? Oui, mais quoique je ne sois pas économiste, j'ai été fort marqué par une publication récente d'une économiste qui est Julia Steinberger, qui est prof d'économie de l'environnement à l'université de Leeds en Grande-Bretagne. Elle co-signe cette contribution avec une collaboratrice dont j'ai malheureusement oublié le nom et je m'en excuse. Et elle mène ce débat sur le concept de croissance en disant, et à mon avis c'est tout à fait exact, que la croissance n'est pas la cause ultime, qu'il faut chercher la cause de la cause. La cause de la croissance, et que la cause de la croissance, c'est l'accumulation du capital. Et les deux autrices posent la question, qu'est-ce qui s'accumule quand le capital s'accumule? Et je pense que ça, c'est effectivement la question clé. Et de la réponse à cette question, ou de l'absence de réponse à cette question, découlent les confusions de l'écologie politique. Parce que quand le capital s'accumule, comme le capital est un rapport social d'exploitation et pas une chose, et que ce rapport social d'exploitation, qui est forcément productiviste, implique forcément une consommation accrue de ressources naturelles, je mets ressources entre guillemets, la compréhension de l'accumulation du capital signifie que quand le capital s'accumule, c'est l'exploitation du travail et la destruction de la nature qui s'accumule. Et à partir de cette vision-là, alors on comprend qu'une stratégie pour une société post-croissance, parce que là, le terme ne me gêne absolument pas, l'objectif d'une société post-croissance, je crois que c'est bien, ça ne me pose pas de problème, mais la stratégie, c'est clair. Tant qu'on ne rompt pas le compromis productiviste entre le monde du travail et le capital dont il fait partie à son corps défendant, puisque la force de travail achetée fait partie du capital, matérialise le capital pendant une partie de ses métamorphoses, tant qu'on ne casse pas ce compromis productiviste, il n'y a pas de solution. Et donc la question stratégique, c'est comment amener le monde du travail à sortir du compromis
productiviste. Je pense que c'est la question la plus difficile de toutes, évidemment, parce que la survie individuelle des prolétaires, par définition, ils n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre, donc ils ont besoin du salaire, donc ils ont besoin de l'entreprise, du patron qui les emploie, évidemment. Aucun prolétaire individuel ne peut souhaiter la faillite de son entreprise, c'est plus payer les études de ses enfants ou la santé pour sa famille ou son loyer. Bien. Donc, ça, c'est la question clé. Alors, je crois qu'il est possible d'amener le monde du travail à sortir du compromis productiviste, sinon la situation serait désespérée, mais ça pose un certain nombre de conditions. Il faut réussir à faire de la question environnementale une question politique qui va au-delà de la survie quotidienne, de l'existence quotidienne, des conditions d'existence quotidienne des travailleurs et des travailleuses. Et pour moi, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes en France est un peu l'exemple typique montrant cette possibilité. Parce qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une alliance improbable des zadistes avec les riverains et les agriculteurs, les petits agriculteurs locaux, qui ont réussi à transformer un problème territorial en une question politique centrale au niveau de l'Hexagone. Dès lors que la question était centrale au niveau de l'Hexagone, toutes les forces politiques et sociales devaient se prononcer, et il s'est passé ce miracle, enfin cette chose magnifique, à savoir que la CGT de Vinci, l'entreprise qui était supposée construire l'aéroport, s'est prononcée contre cette construction et a participé aux manifestations à Notre-Dame-des-Landes. C'est absolument remarquable. Et ces syndicalistes ne l'ont pas fait par opportunisme politique pour jouer un vilain tour à Macron. Ils l'ont fait au terme d'une discussion stratégique de fond, une discussion, je dirais, sur le projet de société et de civilisation absolument fondamentale. C'est remarquable. Et c'est la preuve qu'en hissant les questions au niveau politique, en provoquant des situations de crise politique, il y a moyen de faire basculer le monde du travail hors de ce compromis productiviste. Et donc, la question, je trouve, si j'ai encore une minute pour terminer cette idée, on doit avoir une vision, une stratégie de convergence des luttes qui permet que les secteurs sociaux qui sont à la pointe des luttes environnementales aujourd'hui, c'est-à-dire qui? Les peuples indigènes, les petits paysans, le syndicat Via Campesina, la jeunesse, tout ce qui est Notre-Dame-des-Landes, Endegeland, les mobilisations climat des lycéens, etc. Et dans ces trois catégories-là, les femmes qui sont à l'avant-plan pour des raisons de fond qui ont à voir avec le parallèle entre domination masculine sur les femmes et domination de l'humanité sur les non-humains, il faut une convergence de ces secteurs-là qui soit capable de créer des situations de crise politique et de tirer le mouvement ouvrier à basculer du bon côté de la barrière. Je crois que c'est ça la stratégie générale, la seule. Ça répond aussi à la question institutionnelle. Ça ne va pas venir d'en haut, la transition. La transition, pour autant que le terme ait un sens, elle ne peut venir que d'une lame de fond sociale de type révolutionnaire, dans le vrai sens du terme, basée sur l'auto-organisation, l'auto-activité, l'autogestion au niveau des territoires. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut une véritable révolution, à la fois comme moment politique où on se saisit des instruments du pouvoir et comme point de départ d'une transition civilisationnelle longue, qui ne peut être que longue. Merci beaucoup, Daniel. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce que vous avez dit. Pour terminer, alors j'avais un peu du mal à vous voir vu que vous êtes de côté, mais une réaction. Pardon. Oui, ok. Alors, bon, pour revenir, je pense que vous avez beaucoup discuté de décroissance par ailleurs. Donc, pour revenir sur ça, j'aurais tendance à dire que, encore dans l'imaginaire un peu lâche de ce que ça peut vouloir dire pour le grand public, on va dire, le mot de décroissance, j'ai quand même l'impression que c'est connoté négativement parce que ça renvoie probablement à un imaginaire écologiste qui date des années 70-80. Et je pense que ça colle encore au terme écologie, quelque chose d'assez peut-être peut-être dépolitisé, je dirais, dans le sens où on a l'impression que ce n'est pas des questions sociales qui sont abordées. Et
C'est pour ça que, en fait, pour moi, la question du terme, c'est pas tant de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans que qu'est-ce qui renvoie et est-ce qu'on a finalement besoin de s'en débarrasser pour passer à un autre imaginaire qui nous permette de pas renvoyer les gens à des visions qui sont pas forcément intéressantes pour eux, quoi. Donc ça, c'est éventuellement mon petit point sur la question de la décroissance. Après, pour revenir sur ce que disait Daniel, moi, ce que j'aimerais bien savoir, du coup, je vais te poser une question, parce que tout à l'heure, tu insistais sur la question de la planification, et là, tu as parlé plutôt d'auto-organisation. Comment est-ce que tu fais le pont entre ces deux idées qui, justement, peuvent paraître contradictoires? Daniel? Nous n'avons pas de Daniel. Oui, mais je ne vais pas répondre trop longuement parce que j'ai déjà trop parlé. Je pense qu'il est possible et il est en tout cas nécessaire de concevoir une planification démocratique autogestionnaire basée sur l'autogestion et l'auto-organisation. Et je dirais que sans vouloir faire de cette question une question avant tout technique, ce n'est pas une question technique, c'est avant tout une question politique. Mais il y a quand même aujourd'hui un argument technique en faveur de cette solution, à savoir que le système énergétique nécessaire à la stabilisation du climat et au sauvetage de la biodiversité doit être basé obligatoirement sur les renouvelables et que les sources renouvelables nécessitent, non seulement se prêtent, mais nécessitent une décentralisation radicale du système énergétique. Il faut sortir du système énergétique centralisé pour aller vers un maillage de systèmes locaux en fonction des ressources énergétiques renouvelables disponibles sur les territoires. Et il y a donc là un argument très fort en faveur, un argument très concret en faveur qui montre la possibilité d'un système à la fois planifié et à la fois autogéré par les collectivités locales, dans lequel l'aspect de centralisation et de planification serait assuré par l'élection de délégués et de délégués révocables, bénévoles, transmettant au niveau supérieur, entre guillemets, au niveau du territoire, les informations et revenant vers les mandants. Voilà, je pense que c'est ça le scénario. Alors évidemment, encore une fois, c'est un scénario qui implique notamment une réduction très radicale du temps de travail qui découle logiquement du fait qu'on doit produire moins et transporter moins. Sinon, ce n'est pas possible. Il faut travailler, je ne sais pas, maximum 2 heures ou 3 heures par jour pour qu'un système de délégation véritablement démocratique de ce genre puisse fonctionner. Mais d'un autre côté, ces 2 ou 3 heures par jour suffiraient amplement, selon les études qui sont disponibles, pour produire ce qui est nécessaire à l'humanité aujourd'hui, pour vivre dans des conditions dignes. Donc voilà, je crois que théoriquement, le truc est concevable. Merci beaucoup, Daniel. On touche à la question aussi du municipalisme libertaire et Laure, sur sa chaîne Game of Earth, avait fait une vidéo sur le sujet en partenariat avec une très bonne autre chaîne YouTube qui s'appelle Politicon et je vous invite à les consulter. Alors, on pourrait passer des heures sur ce type de débat, mais je propose de demander à Martin de nous poser un peu des questions. La planification est justement le point de débat avec les partisans du municipalisme libertaire. Justement. Est-ce qu'il y a eu des questions intéressantes Est-ce que tu as des questions à nous poser de la part du public, Martin? Oui, alors il y a eu beaucoup de questions. Pour commencer, peut-être un peu une question sur le rapport de la gauche, que la gauche entretient avec l'écologie et la décroissance plus particulièrement. Bon, alors c'est clair qu'il y a une partie de la gauche, la gauche social-démocrate, qui est en fait à partie liée au système et dont, voilà, même dans ses versions les plus radicales, comme on pourrait prendre pour exemple le New Deal, le Green New Deal, a encore du mal à vraiment accepter cette idée qu'il faut sortir du compromis productiviste, comme disait Daniel Tanuro. D'un autre côté, il y a aussi, même dans les franges les plus radicales de la gauche, des franges plus révolutionnaires, héritières de la tradition marxiste et tout, il y a quand même aussi cette idée que il faut libérer l'homme par la technique et une forme
d'idée qu'il y a un progrès quand même dans cette hausse de la productivité qui a été réalisée par le capitalisme, qui fait que même aujourd'hui, on voit qu'en fait, cette idée qu'il faut rompre avec l'accumulation de capital pour avoir un système qui soit durable, peut-être est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire, est-ce que la gauche va suffisamment loin dans sa remise en cause aussi de tout ce système technique qui entretient des destructions massives de l'environnement, parce que, en quelque sorte, c'est possible, oui, d'avoir une économie qui renonce à l'accumulation de capital, qui soit complètement électrisée par des énergies renouvelables, mais qui continue à la fois d'avoir un impact tout à fait destructeur sur l'environnement, c'est notamment ce dont a parlé Louison, mais qui entretient aussi un système social et économique dans lequel les machines prennent une place énorme et qui est finalement très peu émancipateur. Donc, cette question du rapport de la gauche à la technique, je pense, est assez importante et voilà, peut-être peut-être Yves-Marie Abraham pourrait répondre à cette question, mais voilà, je la lance à l'Assemblée. Après, il y a plusieurs autres questions, il y a beaucoup de questions qui sont sorties. Je ne sais pas si on fait une par une ou si j'en lance quelques-unes. Lance-en plusieurs, comme ça on répond. Ok. Il y a notamment donc, sur cette question de la planification et d'une stratégie de long terme avec l'écologie. La question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on peut envisager quelque chose comme ça dans un système démocratique tel qu'il existe actuellement, avec des élections tous les 5 ans, etc. Donc, quelle serait l'architecture politique de la planification, en fait, si la planification est bel et bien une condition indispensable à une société durable. On a aussi une question liée à ce qui se passe en ce moment avec la crise, avec la pandémie. On a eu toute une accélération de la numérisation de nos activités, de la numérisation de l'économie, le télétravail, etc. Des firmes comme Amazon qui sont en train de complètement s'emparer de tous les marchés, transformer durablement les habitudes de consommation des gens, tout ça qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Comment articuler la transition écologique avec cette digitalisation accélérée? Quelle est la réponse de la décroissance face à ce qui est en train de se passer? Quelle pourrait être d'ailleurs, est-ce que les technologies, les nouvelles technologies de l'information, de la communication peuvent jouer un rôle positif dans cette société future durable? Voilà. Je réagis sur… je réponds à Martin peut-être. Mais j'imagine que Daniel aura des choses à dire aussi. J'ai l'impression effectivement qu'on touche à des points de tension importants, historiquement donc avec une certaine gauche marxiste qui était productiviste, qui regrettait simplement finalement que cette production bénéficie aux bourgeois, mais qui ne la remettait pas en question. Je pense que l'écosocialisme est là justement pour dire non, attention, là il y a un vrai problème, il faut questionner ce productivisme. Le deuxième point de tension, c'est autour de la technique, comme Martin l'a suggéré. Effectivement, la décroissance qui m'intéresse, les gens qui m'ont influencé font une critique radicale de la technique. Et là, il y a un point de divergence avec certaines approches marxistes qui disent de la technique, le problème n'est pas la technique, le problème est qui la contrôle. En fait, si c'est nous qui la contrôlons, il n'y a pas de problème. Là, je crois que je défendrai une autre position qui est celle de considérer non, il y a un vrai problème à parier sur la technique pour construire une société post-croissance. C'est en fait se retrouver coincé par des logiques qui nous dépassent, qu'on ne va pas contrôler. D'où la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu vague les low-tech, notamment. Ça doit faire partie, à mon avis, de cette solution. Donc voilà pour répondre très, très rapidement. J'imagine que il y aura d'autres compléments. Ce que je rajouterais aussi en réaction à la fois à ce que disaient Laure et Daniel, c'est que là, c'est vrai que la décroissance n'a finalement pas de position claire, notamment par rapport à l'État. Et par rapport à la planification, c'est un débat qui traverse le courant de la décroissance. Personnellement, au cours des dernières années, j'en suis venu de plus en plus à penser qu'il y avait un vrai problème avec la forme État-nation et que j'imaginais pas une société post-croissance qui soit encore dans la forme État-nation. Je crois qu'il y a une incompatibilité entre les deux. Je crois que le lien est trop étroit entre la forme de l'État absolutiste qu'on connaît et l'émergence du capitalisme. J'ai l'impression que c'est trop indissociable. Mais je suis pas spécialiste, mais j'en viens à cette conclusion. Ce qui m'amène aussi à être, et Daniel l'a suggéré, plutôt effectivement très méfiant par rapport à
à tout projet d'une planification, surtout mondialisée. Ça m'inquiète beaucoup, et plutôt à mettre de l'avant une politique des communs inspirée du municipalisme libertaire. Bon, mais voilà, mais là, on est sur des tensions historiques classiques aussi au sein du socialisme. Mais voilà où j'en suis. J'ai vu aussi que Louison, tu t'étais manifesté pour répondre aux questions que Martin posait. Oui, Olivier aussi, je ne sais pas si je commence. Ouais, vas-y. Ok, alors il y avait plusieurs choses. En fait, la question de Martin elle était assez dense et il y avait plusieurs questions en une. Et j'ai noté un certain nombre d'éléments pour y répondre. Par exemple, sur la question de l'évolution de la gauche, sur ces questions-là, c'est clair qu'on est assez loin encore de ce qui serait nécessaire, mais il faut quand même reconnaître que l'écologie politique en tant que courant de pensée a infusé dans tous les partis politiques. C'est peut-être la seule vraie victoire politique des Verts au cours des 30 dernières années, en fait. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, si on regarde le programme de la France Insoumise aux dernières élections présidentielles, il y avait comme proposition d'introduire dans la Constitution française la règle verte. C'est quoi la règle verte? C'est de ne pas prélever plus que ce que la nature peut donner. Alors, comme ça, c'est très joli, c'est une formule qui peut plaire à beaucoup de gens, mais en fait, si on tire les fils et si on tire vraiment les conclusions de ce que ça implique, c'est Mélenchon, il est élu le vendredi et lundi, on sort du capitalisme. Hein, parce que ça n'existe pas de ne pas pouvoir prendre la nature plus qu'elle peut donner dans un système capitaliste. Donc, il y a quand même des idées assez radicales à ce niveau-là qui sont en train de faire leur chemin dans les programmes politiques de partis politiques qui ont pignon sur rue. Évidemment, ce processus il est un petit peu retardé aussi par les ambiguïtés des Verts eux-mêmes, dont on sait qu'ils sont quand même prêts à aller manger à beaucoup de râteliers. Moi, je suis basé à Vienne, en Autriche. Hein, les Verts autrichiens, ils gouvernent en coalition en ce moment avec une droite qui est grosso modo une droite filoniste, extrêmement raciste et islamophobe par ailleurs. Mais je pense que la gauche est quand même en train d'évoluer sur ces questions. Ensuite, je pense qu'il faut dire quelque chose, c'est que la croissance n'est pas nécessairement nécessaire aujourd'hui, étant donné les niveaux de richesse atteints, au financement des systèmes sociaux. Par exemple, le cas de retraite est assez intéressant. On dit toujours qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux inactifs et qu'il faut donc augmenter le temps de travail, augmenter les cotisations, etc. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est qu'avec les gains de productivité accumulés depuis 40 ans, on a besoin de beaucoup moins de gens pour produire un niveau équivalent de richesse. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites à ce niveau-là, par exemple. Et donc, la question de la productivité, elle est très intéressante parce qu'au service de quoi on met la productivité? Souvenez-vous du texte de Keynes, Perspective économique pour mes petits-enfants, qui disait que quand le problème économique sera résolu, on pourra simplement travailler 15 heures par semaine. Et encore, il disait 15 heures par semaine parce que sinon, le choc culturel serait trop important par rapport à ce que l'on connaissait auparavant pour faire autre chose à côté. Et aujourd'hui, on y est. Le problème économique, il est résolu dans les pays comme la France ou la Belgique. La question, ce n'est pas de produire plus. La question, c'est comment on organise la société autour d'une production qui soit compatible avec les limites écologiques de la planète. Et donc là, il y a des questions pratiques qui se posent, comment on fait? Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui sont un petit peu des mesures qui sont radicales au sens où elles s'adressent à la racine du problème, mais elles peuvent aussi être mises en œuvre dans un cadre institutionnel quasiment existant. D'abord, sur la question de la planification et de la démocratie, je pense qu'il n'y a pas forcément de contradiction, parce que si on donne davantage de pouvoir aux citoyens, premièrement, je pense que les citoyens aujourd'hui sont prêts à des mesures beaucoup plus radicales que les politiciens. Et on le voit en France avec l'expérience de la Convention sur le climat, ce qui sera peut-être la seule chose bien qu'aura fait Macron de tout son mandat. Donc, c'est la Convention citoyenne sur le climat, c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose qui pourrait être systématisé et décliné à différentes échelles de territoire. On pourrait avoir des conventions citoyennes sur la transition écologique de tel ou tel territoire, par exemple. On pourrait avoir des conventions de travailleurs sur la transition écologique de tel ou tel secteur, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place quasiment demain sans avoir à changer grand-chose au cadre institutionnel existant. On pourrait aussi mettre en place un revenu universel en nature. Moi, je suis très critique des propositions de revenu universel en monnaie qui me semble être un cheval de Troie néolibéral ouvrant à toutes les privatisations possibles. Mais en revanche, un revenu universel en nature, c'est-à-dire socialiser tous les secteurs essentiels aux besoins, à la satisfaction des besoins sociaux de base, énergie, transport, santé, éducation, logement et même nourriture. Hein. Il y a la proposition récente de la Confédération paysanne de créer une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Donc, étendre la sécurité sociale et le système de la cotisation sociale à tous ces secteurs essentiels qui assuraient à chacun, à chacune de disposer de la satisfaction de ses besoins sociaux de base, indépendamment
indépendamment de sa participation au marché du travail. Donc, c'est la démarchandisation de l'existence au sens notamment de Esping-Andersen. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être mises en place demain sans attendre l'émergence d'une société de décroissance ou même sans attendre l'émergence d'une société post-capitaliste. Merci Louison. Daniel, puis après il y a Olivier et Laure qui avaient eu un peu moins de temps aussi. Olivier? Daniel, c'était toi? Ah, ok. Oui, ben, rapidement sur 4 points. La gauche et l'écologie, je crois que je vais me focaliser sur Marx et l'écologie, ou les marxistes et l'écologie. Je ne pense pas que Marx soit un productiviste, mais je ne pense pas non plus, comme à l'inverse de John Bellamy Foster, avec son bouquin fameux Marx's Ecology, qu'il soit une espèce d'éco-socialiste avant la lettre. Je pense que, bon, comme tout penseur, c'est un gars, certes, d'une très grande carrure, mais dont la pensée évolue, qui marque des tensions. Et sur la question précise de l'écologie, je suis très, très d'accord avec les conclusions récentes de Kohei Saito, ce japonais qui lit et parle parfaitement l'allemand et qui a écrit ce bouquin admirable, Marx's Eco-Socialism, malheureusement pas traduit en français, mais qui situe très précisément le basculement, le point de basculement de Marx d'un certain productivisme ou d'une fascination, disons, pour la capacité du capital d'augmenter la production, de résoudre des problèmes techniques et d'enrichir les besoins humains, vers une critique radicale de ce productivisme qui jette les bases d'une pensée de type éco-socialiste, ce dont je me réclame. Et puisque Laure faisait allusion à Pierre Charbonnier, il le reconnaît dans son ouvrage et il dit qu'il y a une légitimité à se réclamer de Marx pour défendre une politique antiproductiviste. Bien. Deuxièmement, la technique, c'est un point clé et là-dessus, Marx est nettement moins clair. Je pense et nous pensons, nous, disons ceux qui se réclament d'un écosocialisme internationaliste, autogestionnaire, qu'il n'y a pas de technique neutre, qu'il n'y a pas d'OGM socialiste, qu'il n'y a pas de nucléaire socialiste, que tout ça sont des vues de l'esprit, qu'il faut donc une critique radicale, une critique de classe, je veux dire, par de classe, je veux dire écologique, sociale et genrée, et racisée, si on veut, des techniques. Il n'y a rien de neutre, d'ailleurs, d'un point de vue cohérent, du point de vue cohérent du marxisme, tout est socialement et historiquement déterminé, y compris les techniques. Bien. Troisièmement, je voulais dire quelque chose sur la planification encore. Parce qu'effectivement, l'idée d'une planification mondiale semble complètement délirante, hors de portée, surtout si on exige qu'elle soit démocratique. Et pourtant, un élément de planification ou certains éléments de planification mondiale sont incontournables aujourd'hui. Prenez la question du climat. Il y a le fameux problème des responsabilités communes mais différenciées dans la catastrophe climatique. On sait que les pays dits développés du Nord sont responsables de plus de 70% historiquement de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Il faut donc quelque part un arbitrage consistant à dire aux pays les plus pauvres ou les moins développés, entre guillemets, vous pouvez encore disposer de telle part du budget carbone pendant X années, tandis que les pays développés, ben, il faut serrer complètement le robinet, fermer complètement le robinet. Donc il y a là quelque part, c'est d'ailleurs ce qui aurait dû, c'est cet arbitrage-là qui a fait échouer les négociations climatiques à Copenhague. Hein. C'est là-dessus que ça a calé, parce que les pays impérialistes ont refusé toute idée d'un partage de la responsabilité historique et donc d'un partage du budget carbone encore disponible. Alors voilà, je ne dis pas qu'il faut une planification mondiale qui aille dans les moindres détails, mais il y a au moins un certain nombre d'axes de ce genre qui sont absolument décisifs si on veut éviter la transformation de la catastrophe en cataclysme. Et alors, dernier point, c'est sur cette histoire de liberté que Laure soulevait, aussi à propos de Charbonnier, qui est effectivement une question très importante. Je ne vais pas rentrer dans tout le débat sur le bouquin Abondance et liberté, mais il me semble que le livre ne note pas assez que les deux concepts, abondance et liberté, ont des formes historiques différentes.
selon les modes de production, selon les sociétés. Et la liberté des temps modernes est en fait fondée sur ce qui fait notre esclavage, c'est-à-dire sur la séparation du producteur par rapport à ses moyens de production, à la terre, ce que Marx appelait l'extrême déchirement des populations rurales arrachées à la terre pour en faire des gens sans feu ni lieu, des travailleurs libres. La liberté moderne, elle est fondée là-dessus. Donc voilà, cette notion-là me semble insuffisamment présente dans son ouvrage, et il en est de même du concept d'abondance. On sait depuis Salins, Marshall Salins, que le concept d'abondance est historiquement déterminé, puisque pour lui, les Bushmen qui travaillaient 2 heures par jour vivaient dans une société d'abondance, et il n'avait pas tort. Alors cette année, je propose de faire Laure puis Olivier. Ouais. Du coup, pour rebondir, effectivement, moi je pense que ce qui manquait à la thématisation, mais bon, il le dit lui-même dans son livre, Pierre Charbonnier, c'est effectivement la question de l'exploitation des travailleurs. Ça fait partie des problèmes de comment est-ce qu'on a dématérialisé la liberté en faisant juste un principe d'un esprit rationnel qui prend des décisions au-dessus de la matière, parce que la matière, c'est un peu moins noble, quoi. Donc effectivement, il l'a pas abordé en détail, et je pense qu'il aurait fallu une bonne dizaine de livres en plus pour vraiment explorer tout. Par exemple, je sais que moi, j'avais soulevé avec lui la question de l'exploitation matérielle des femmes, notamment. C'est encore des choses qu'il faudrait rajouter, quoi. Donc, c'est une première esquisse, et c'est, à mon avis, juste poser les bases conceptuelles d'un problème de comment est-ce que nous souhaitons redéfinir la liberté pour en faire un concept effectivement matériel. Bon. Après, je reviens un peu plus sur les questions qui ont été posées éventuellement. La question de la politisation de la question environnementale, à mon avis, elle n'est pas encore tout à fait complète, puisqu'on est, à mon avis, je sais pas, je pense depuis 1 an ou 2, à vraiment commencer auprès du grand public à vraiment politiser la question. Et du coup, c'est quand même très, très récent, et ça prend très lentement, c'est-à-dire qu'on est encore, à mon avis, gangréné par toute la communication verte autour des produits verts, etc. Tout ça, c'est encore tous les gens qui découvrent actuellement ce que c'est que l'écologie et l'urgence environnementale, ils sont en train de faire ce lent chemin pour se demander si on ne pourrait pas ne rien changer. Et la radicalisation politique, à mon avis, même si elle est extrêmement souhaitable, je pense que actuellement la France est très de droite. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Et du coup, je pense qu'une condition sine qua non de la progression de la question de la politisation de l'écologie, ça va être effectivement de proposer des enseignements sur ce que c'est que la question écologique, sur la pensée écologiste, etc. Et pour l'instant, c'est pas forcément, à mon avis, très bien pris en charge. Je pense que le programme scolaire par rapport à ça est extrêmement prudent, mais une bonne partie des programmes scolaires en France sont extrêmement prudents. Mais à cet égard, je pense qu'il y a un manque, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut effectivement, si on veut rassembler des gens pour agir et se dire comment est-ce qu'on s'auto-organise, etc., il va falloir changer un peu la culture politique et la culture de la politisation de l'écologie, quoi. Voilà, je vais passer la parole. Moi, j'avais 2 points d'intervention. Le premier concerne l'innovation technique. Il me semble qu'elle reste essentielle et doit être conservée dans l'agenda écologique. Je rejoins Louison quand il dit qu'on a acquis une quantité de production et de richesse aujourd'hui qui sont inégalées. Néanmoins, si on veut financer des programmes comme ceux que tu mentionnais, Louison, de gratuité ou d'accès à toute une série de biens de base, qui, à mon avis, sont nécessaires dans une perspective de transition qui soit sociale, ça va coûter un certain nombre de ressources. Si en même temps, on veut financer des journées de travail de 15 heures, comme l'a dit Daniel, qui sont nécessaires à l'exercice d'une planification démocratique, ou en tout cas d'une organisation sociétale qui soit démocratique. Et si en même temps, on veut garder toute une série de conforts qui existent actuellement, confort, je ne le dis pas dans le sens avoir 2 voitures par personne, mais avoir des systèmes d'hôpitaux aussi sophistiqués qu'actuellement, d'avoir des systèmes d'éducation, des universités aussi sophistiqués qu'actuellement, si on veut toujours pouvoir se déplacer un minimum ou avoir une consommation autre que uniquement les grains qui poussent près de chez soi.
Je ne suis pas sûr que ces trois éléments soient compatibles sans avoir toujours des gains technologiques. Dans le passé, le mouvement ouvrier voyait dans les gains technologiques la possibilité de réduire le temps de travail de manière à minimiser année après année le temps de travail aliéné et pouvoir donner du temps de travail libre aux différentes personnes. Et je pense que cette nécessité des gains technologiques pour arriver à cette situation est toujours présente. Et d'autant plus si on veut financer la gratuité des biens de base. Alors, toute innovation technologique n'est pas bonne à prendre. Il convient de définir démocratiquement ce qui est globalement positif d'un point de vue social ou globalement négatif. Par ailleurs, des innovations technologiques sont polluantes. Donc, dans le cas de la digitalisation, par exemple, on observe que les gains écologiques de la digitalisation sont plus ou moins intégralement compensés par les émissions écologiques, les émissions de CO2 de la part des serveurs. Donc là, il y a une ambiguïté. Alors, selon moi, quelles sont les innovations technologiques polluantes qu'il faut garder? Ce sont celles qui sont jugées les plus pertinentes socialement. Et le degré de pollution autorisé par l'innovation technologique doit se faire au même rythme que le degré de dépollution dû à d'autres innovations technologiques qui génèrent des gains en termes d'efficacité énergétique. Et donc, si on a des gains d'efficacité énergétique de 0,5% par an, on peut autoriser une croissance des gains de productivité également de 0,5% par an. Et il me semble que c'est la seule manière de concilier enjeux sociaux et écologiques. Pour ce qui est de la question de la planification démocratique, je crois qu'à peu près tout le monde qui réfléchit consciemment à la question souhaiterait probablement une planification qui soit organisée de la manière la plus décentralisée possible et de la manière la plus démocratique possible. Quand je regarde les dynamiques syndicales ou sociétales, quels sont les partis politiques qui ont le vent en poupe, quels sont les groupes sociaux qui ont le vent en poupe, j'ai l'impression que ce sera plutôt une planification qui se fera vaille que vaille. S'il y a une révolution organisée à la va-vite, s'il n'y a pas de révolution, je ne sais pas trop comment ça peut se faire, mais probablement que ce sera avec une bonne grosse dose de top-down. Donc pour moi, il est important que les mouvements plutôt anti-autoritaires, libertaires ou bottom-up fassent des propositions de scénarios de transition au cas où ces groupes deviennent dominants. Il me semble également important que des groupes, typiquement des partis communistes verts, qui souhaitent une planification type top-down, et des scénarios pour la planifier aussi de manière top-down. Mais alors, il me semble important de repenser la démocratie dans l'entreprise et voir comment on peut avoir des modèles d'entreprise qui soient démocratiques tout en étant efficaces ou des grandes structures. Par exemple, le secteur pharmaceutique, il y a un intérêt à ce que le secteur pharmaceutique soit centralisé dans une seule grande structure. Mais comment organiser cette structure de manière démocratique? Et ça, c'est à la recherche en gestion d'effectuer tout un travail et ce n'est pas pris en compte aujourd'hui. En tout cas, je trouverais dommage de s'enfermer dans des déclarations de principe, ou plutôt, qui me semble du wishful thinking, une planification bottom-up, alors qu'il est probable qu'il y ait un mix des deux, comme en Yougoslavie, où certains secteurs sont des secteurs stratégiques et sont soumis à une planification centralisée. Certains secteurs peuvent être tout à fait décentralisés, mais on ne sait pas les conditions dans lesquelles arrivera la transition. Et donc, il ne faut pas être trop non plus principiel, même si les principes doivent toujours nous guider et on doit s'en rapprocher, mais il faut avoir une dose de pragmatisme. Merci beaucoup pour ton intervention, qui est 18h30, mais je propose qu'on prenne encore quelques minutes, notamment Yves-Marie Abraham avait une réponse à certaines choses qui avaient été dites dans les réactions. C'est Olivier qui me fait réagir encore, mais c'est bien, ça permet de clarifier les choses. Moi, je pense que là, on est en train de discuter, on n'est pas en train de… Donc, on est obligé de poser des principes. Je pense qu'il faut clarifier les choses. Et je suis en total désaccord avec beaucoup de choses que Olivier vient de dire. Pour moi, l'entreprise démocratique est un oxymore. Il faut abolir l'entreprise. L'entreprise capitaliste, elle est au fondement de nos sociétés. C'est elle le moteur de cette destruction actuelle. Au cœur de cette entreprise, il y a ce rapport social dont parlait Daniel, qui est le rapport salarial, qu'il faut abolir. Donc, si on veut sortir de tout ça, il faut questionner tout ça. Donc, il n'est pas question d'essayer, là encore, de bricoler une espèce d'entreprise démocratique. C'est encore une façon de continuer dans la même dynamique. Même chose sur la technique. La technique, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne technique? C'est une technique effectivement qui rend des services, mais c'est une technique d'abord qui doit rester démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme techniques qui sont démocratiques? C'est un terme que j'emprunte à Lewis Mumford, grand historien
notamment de la question technique et grand critique du monde industriel. Donc pour moi, une grande partie de nos techniques aujourd'hui sont problématiques, ne serait-ce que pour ça. En plus, elles sont destructrices. Alors je dirais que Internet, par exemple, et les nouvelles technologies de l'information sont en fait extrêmement problématiques. Enfin, et pour moi, ça apparaît une des pires inventions de la fin du XXe siècle, en fait. Toutes ces médiations sur lesquelles on est en train d'interagir actuellement, au lieu de se parler en vrai, même si je suis très content de vous parler, honnêtement, j'aimerais mieux pas. Enfin, j'aimerais mieux que, effectivement, à mesure, un monde vécu, comme dirait Habermas, à l'échelle de mon quartier, etc. Bon. Donc non, je pense qu'il y a des vrais enjeux autour de ça. Si on tient vraiment à la démocratie, ça mène à un certain nombre de nos techniques qui sont aujourd'hui omniprésentes. Merci beaucoup, Yves. Marie, est-ce qu'il y a une dernière réaction très courte ou ouais, de Louison? Après, je propose de terminer, même si on pourrait Très continuer très court. longtemps. Moi, je voulais moi, je voulais soutenir Olivier parce que je suis d'accord que le rapport salarial est problématique et c'est l'une des raisons de l'impératif de croissance dans une société capitaliste. Mais je pense qu'encore une fois, il ne faut pas tomber dans un raisonnement maximaliste. On ne va pas attendre de faire la révolution pour faire évoluer les choses. Et je pense que les entreprises coopératives sont un vecteur de transition très important parce que c'est pas la même chose d'être salarié dans une entreprise coopérative ou d'être salarié dans une entreprise possédée par des actionnaires qui n'ont jamais vu l'entreprise en question. Sur la question de la technologie, je pense qu'il ne faut pas tomber dans un écomodernisme qui consisterait à dire la solution sera technologique. Mais en revanche, il est clair que la technologie fera partie de la solution. La question, c'est quelle place on lui donne et quelle importance on lui donne. Et enfin, je voudrais attirer l'attention sur deux points dont on n'a pas parlé, mais juste pour que tout le monde les ait bien à l'esprit. La première, c'est celle du système financier et monétaire. Moi, je sais que c'était le sujet du webinaire précédent, donc ça a été bien discuté lors de ce webinaire-là, mais qui est absolument essentiel. Qui doit contrôler le système monétaire et financier? Quel type d'activités financières doivent être autorisées et pourquoi? Et là, c'est un sujet qui anime beaucoup, notamment les cercles décroissants. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un vrai enjeu au mouvement de la décroissance d'améliorer et d'approfondir sa compréhension du système monétaire et financier qui reste encore extrêmement lacunaire et on peut s'en rendre compte assez souvent dans certains écrits ou certaines sessions dans les conférences. Et enfin, un sujet dont on n'a sans doute pas assez parlé, ça a été évoqué un petit peu, notamment par Laure, je crois, c'est la question de la lutte contre les discriminations raciales et de la lutte contre le racisme environnemental. Par exemple, juste un chiffre, il y a une étude qui a montré il y a quelques années qu'en France, une augmentation de 1% de la population née à l'étranger d'une commune augmente les chances de voir cette commune accueillir un incinérateur de 30%. Donc ça, c'est du racisme environnemental en action. Et c'est une question absolument essentielle pour faire le lien avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est une question absolument essentielle pour la transition écologique. De la même façon que l'écoféminisme dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais qui est aussi absolument essentiel parce qu'il n'y aura pas d'émancipation sans abolition du patriarcat et sans en finir avec le racisme. Merci beaucoup, Louison. Tu aurais une référence pour l'étude que tu cites? J'en avais entendu parler. Oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, si vous me donnez 12 secondes, je peux aller la chercher dans mes références et la poster dans le chat. Et pour les écoféministes, je revois vraiment aux vidéos de Laure qui font un très bon exercice de vulgarisation sur ce courant qui est trop peu connu dans l'espace francophone. Si tu la trouves pas, c'est pas grave, on la mettra sur Facebook. On les mettra sur Facebook. Je vous propose on pourrait continuer très longtemps à discuter ces choses-là, mais je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos apports très intéressants, et à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc la vidéo est enregistrée et elle sera sur la chaîne YouTube de l'Institut Veblen. Je vous joins dans le chat pour celles et ceux qui nous suivent sur Zoom. Un lien vers les premières vidéos qui ont été uploadées. Là. Et ce sera, de toute façon, on vous tiendra au courant de la parution de la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour l'organisation. Merci. Au Ciao. revoir, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Ouais, merci à tous.